Bonjour. Le cours ou l'exposé qu'on vous propose pour cette séance traite des aspects médico-légaux de la toxicomanie. Il est clair que pour le module de droit médical, nous n'allons pas aborder les aspects cliniques, toxicologiques ou psychiatriques de cette pathologie. Mais néanmoins, en introduction, on se doit de donner brièvement quelques notions et de définitions pour la compréhension du cours. La toxicomanie est un problème de santé publique qui intéresse toutes les classes sociales et toutes les sociétés, même si on note une projection plus marquée dans les milieux précaires. L'Algérie a longtemps été considérée comme un pays de transit en raison de sa géolocalisation. Mais ces dernières décennies, notre pays est devenu également un pays consommateur. De ce fait, le législateur ou les institutions étatiques se sont vus confrontés à délicate prise en charge des problèmes médicaux et juridiques des consommateurs posés par la toxicomanie. La toxicomanie peut être définie comme une dépendance physique ou psychologique d'une ou plusieurs substances chimiques exogènes, généralement toxiques, analgésiques, stimulants ou autres psychotropes, sans justification thérapeutique. Selon l'OMS, la définition stricte de la toxicomanie correspond à 4 éléments. Une envie répressible de consommer le produit, c'est l'addiction, une tendance à augmenter les doses, c'est la tolérance, une dépendance psychologique et parfois physique, et enfin des conséquences néfastes sur la vie quotidienne, émotive, sociale et économique. Le législateur algérien, dans la loi numéro 04-18 du 25 décembre 2004, définit la toxicomanie comme un état de dépendance psychique ou physique et psychique vis-à-vis d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope. Le stupéfiant, c'est toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau 1 et au tableau 2 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, tel que modifié par le protocole de 1972. Les substances psychotropes sont toutes substances, qu'elles soient d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau 1, 2, 3 ou 4 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Selon l'Office national de lutte contre les drogues et la toxicomanie, le nombre de cas de toxicomanes recensés durant l'année 2018 est de 24 424, représentés essentiellement à un taux avoisinant les 90% de sexe masculin, avec une nette prédominance des tranches d'âge des 16-25 ans et des 26-35 ans. Néanmoins, on note quand même 4,69% pour les moins de 15 ans. 44,70% des consommateurs étaient sans profession et 12,58% étaient des étudiants. Les produits les plus consommés sont le cannabis avec 26,63%, les psychotropes avec 28,05% et il a été noté une polytoxicomanie, donc une consommation de plusieurs produits en même temps à un taux de 30,30%. Comment on peut classer ces substances addictives? Plusieurs classifications ont été proposées. Celle qu'on retient pour ce cours est la classification basée sur l'effet produit sur le système nerveux central. Donc, on a des substances qui entraînent une stimulation, ce sont les psychoanalyptiques, notamment les amphétamines, la cocaïne, le crack. Une action de sédation, ce sont les psycholeptiques, comprenant les opiacés, les morphiniques, les benzodiazépines. Et enfin, les substances qui entraînent une perturbation du système nerveux central, ce sont les psychodysleptiques, cannabis, LSD. Pour comprendre le mécanisme et la cause de la toxicomanie, il nous a semblé important de reprendre la définition de Savage et collaborateurs. Et définit la toxicomanie comme une maladie primaire
chroniques et neurobiologiques comportant des facteurs génétiques, psychosociaux et reliés au milieu et à l'entourage. Elle se caractérise par un ou plusieurs des comportements suivants: perte de contrôle à l'égard de la consommation de drogue, usage compulsif, maintien de la consommation malgré ses méfaits et état de besoin intense et état de besoin intense. Le risque toxicomaniaque dépend schématiquement de trois facteurs: l'exposition, la vulnérabilité, la toxicité de la drogue, ce qui conditionne la rapidité de la dépendance. Pour le facteur génétique, des études ont démontré que le risque d'avoir un trouble lié à l'abus d'alcool et de drogue est plus élevé chez les personnes dont un des proches parents a un tel trouble, mais cette règle n'est pas systématique, dans le sens où un grand nombre de personnes génétiquement vulnérables à la toxicomanie ne développent pas une dépendance aux drogues, tandis que d'autres qui n'ont pas d'antécédents familiaux de toxicomanie le font ou le sont. Pour les facteurs sociaux, on note la précarité, l'isolement social, les relations familiales perturbées, la tendance familiale à recourir aux psychotropes, l'accessibilité aux toxiques et la multiplicité des produits sur le marché. Enfin, quels sont les aspects médico-légaux de la toxicomanie selon la législation algérienne? En premier lieu, il faut savoir et comprendre que sur le plan pratique, et il faut quand même insister sur le fait que le consommateur de produits illicites a un double statut. C'est un malade pour le médecin et un délinquant pour le législateur. C'est pour cela que la loi numéro 04-18 du 25 décembre 2004 comporte ces deux volets, un volet médical et un volet répressif. Les dispositions préventives et curatives prévues dans la loi numéro 04-18 du 25 décembre 2004 précisent que l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se sont conformées au traitement médical de désintoxication qui leur a été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme. Cela veut dire que la sanction pénale n'est pas appliquée si le consommateur s'est conformé, donc a bénéficié, a pris un traitement médical ou a suivi un traitement médical de désintoxication. Jusqu'à son terme, bien sûr. Cette même disposition est retenue pour les consommateurs qui se sont soumis à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale à compter de la date des faits. Il y est précisé également dans cette loi que les personnes inculpées du délit de consommation ou de détention à usage personnel de produits illicites, ça veut dire que ce sont de simples consommateurs, lorsqu'il a été établi par une expertise médicale spécialisée, généralement réalisée par des médecins psychiatres, que leur état nécessite un traitement médical, peuvent être astreintes, ces personnes donc peuvent être astreintes, obligées par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des mineurs, selon l'âge des inculpés, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état. L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information et jusqu'à ce que la juridiction compétente en ait décidé autrement. La juridiction compétente peut les astreindre à subir une cure de désintoxication en confirmant l'ordonnance ou en prolongeant ses effets. Ce qui veut dire que cette ordonnance reste en vigueur jusqu'à ce que le jugement soit prononcé. Et au cours du jugement, cette obligation à subir une cure de désintoxication peut être également confirmée. Les décisions de cette juridiction sont exécutoires malgré l'opposition ou l'appel. Les personnes qui se soustraient à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication sont punies des peines prévues par la loi sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle ordonnance. Donc le non-respect de cette obligation fait que ces personnes, ces consommateurs, subissent directement la peine
pénales prévues par la loi. La cure de désintoxication, donc prévue, est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale, en fonction de la gravité de l'état du consommateur. L'autorité judiciaire est informée périodiquement par le médecin traitant du déroulement et du résultat de la cure. Le décret exécutif numéro 07-229 du 30 juillet 2007 est venu pour expliquer et éclaircir d'une manière plus simple les dispositions de la loi numéro 04-18. Il y est précisé dans ce décret que si une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes s'est soumise à compter de la date des faits à la cure de désintoxication à la surveillance médicale qui lui ont été prescrits, le procureur de la République décide le non-exercice de l'action publique en vertu du rapport médical présenté par l'intéressé. Donc, le non-exercice de l'action publique signifie donc suspension de la peine. Toutefois, le procureur de la République peut ordonner l'examen de l'intéressé par un médecin spécialiste. Si au vu notamment des éléments de la procédure, il apparaît au procureur de la République qu'une personne a fait un usage illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que ceci rend probable un état de toxicomanie, il ordonne son examen par un médecin spécialiste. Je vous ai déjà dit, généralement, ce sont des médecins spécialistes en psychiatrie. Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le procureur de la République lui enjoint de se présenter dans l'établissement spécialisé qu'il désigne pour suivre une cure de désintoxication. Si après examen, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé, le procureur de la République ordonne son placement sous surveillance médicale le temps nécessaire prévu par l'examen médical. Lorsque la personne s'est soumise à la cure de désintoxication ou à la surveillance médicale prescrite, le médecin traitant fait parvenir au procureur de la République un certificat médical indiquant la date du début de cette cure ou surveillance et de sa durée probable. Le médecin traitant contrôle le déroulement de la cure de désintoxication ou de la surveillance médicale prévue par le présent décret et informe régulièrement le procureur de la République compétent de la situation médicale de la personne, ce qui rend cette situation comme une situation de dérogation au secret professionnel pour le médecin traitant. En cas d'interruption de la cure de désintoxication, le directeur de l'établissement spécialisé ou le médecin responsable de la cure en informe immédiatement le procureur de la République. Au terme de la cure de désintoxication, il sera remis à l'intéressé un certificat médical attestant qu'il a suivi la cure de désintoxication ou la surveillance médicale. Une copie de ce certificat est transmise au procureur de la République compétent qui décide le non-exercice de l'action publique, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de mise en œuvre de la sanction pénale prévue par la loi. Concernant maintenant les dispositions pénales, il a été précisé pour le consommateur que toute consommation illicite, quelle que soit, de substances psychotropes ou de stupéfiants, quelle que soit la quantité, est punie d'une peine d'emprisonnement et ou une amende. Cette peine peut aller de 2 mois à 2 ans et l'amende de 500 à 50 000 dinars. Il est prévu des peines plus importantes pour ceux qui les procurent, vendent, offrent avec situation aggravante si la personne est une personne vulnérable. Ce qui veut dire qu'il est lui-même consommateur et revendeur. La peine sera plus importante. Elle est donc punie de 5 ans à 15 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million quiconque a sciemment établi des prescriptions fictives ou de complaisance de substances psychotropes, a délivré des substances
psychotropes sans ordonnance ou connaît le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances médicales, a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer au moyen d'ordonnances médicales fictives des substances psychotropes pour la vente en fonction de ce qui lui a été offert. Conformément, c'est l'article 16 de cette loi. Et là, vous voyez très bien que les personnes visées par cet article sont essentiellement ou principalement le personnel médical. Et bien sûr, par extension, le personnel de santé. Est puni d'un emprisonnement de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 5 millions à 50 millions toute personne qui, illicitement produit, fabrique, détient, offre, met en vente, vend, acquiert, achète pour la vente, entrepose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou transporte des stupéfiants aux substances psychotropes. La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sont punis par la réclusion perpétuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Et là, vous voyez bien la différence et la gravité de la peine pour ceux qu'on qualifie de dealers, de trafiquants de drogue et le simple consommateur de drogue. Il y a une distinction qui est nettement faite par cette loi. L'interdiction, pendant une durée qui ne peut être inférieure à 5 ans, d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cet article 29 précise ou détermine l'interdiction d'exercer pour les professions médicales. Donc, si un médecin prescrit d'une façon complaisante de psychotropes à une personne, sachant très bien que c'est pour une consommation qui n'est pas justifiée par un état pathologique, en plus de la peine prévue à l'article 16, comme on l'a vu précédemment, il est exposé à une interdiction d'exercer qui ne peut être inférieure à 5 ans. Le pharmacien lui-même est concerné par cette mesure. S'il vend d'une manière volontaire, ou le vendeur de pharmacie, sachant très bien que ce sont des documents de complaisance. On ne peut aborder le cours de la toxicomanie dans un module de droit médical sans évoquer l'Office national de lutte contre les drogues et la toxicomanie. L'arsenal juridique qui régit cet office est représenté par 5 textes qui sont venus compléter le texte principal. C'est le décret exécutif numéro 97-212 du 9 juin 1997 portant création de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Le décret exécutif numéro 02-354 du 31 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif numéro 97-212. Le décret exécutif numéro 03-133 du 24 mars 2003 modifiant et complétant le décret exécutif numéro 97-212. L'arrêté du 20 août 2003 portant organisation et fonctionnement de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Et enfin, le décret présidentiel numéro 06-181 du 31 mai 2006 modifiant le décret exécutif numéro 97-212. Cet office national est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'office a pour mission d'élaborer et de proposer, en collaboration avec les secteurs concernés, la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie dans les domaines de la prévention, de soins, de la réinsertion et de la répression et de veiller à la mise en œuvre. Il est chargé de centraliser et de collecter les informations pouvant faciliter la recherche et la répression du trafic illicite de la drogue, d'assurer la coordination des actions entreprises dans les domaines définis ci-dessus,
d'analyser les indicateurs et tendances et d'évaluer les résultats afin de permettre aux autorités publiques de prendre des décisions appropriées, d'élaborer et d'adopter un plan directeur en matière de lutte contre la drogue et la toxicomanie, de veiller dans le cadre du plan directeur à la mise en œuvre des mesures susceptibles de promouvoir les actions de prévention, d'amélioration, de la prise en charge médicale et sociale, de susciter toute activité de recherche et d'évaluation des actions entreprises dans ce domaine, de développer, promouvoir et consolider la coopération régionale et internationale dans le domaine de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, et de proposer toute action en matière d'élaboration ou de révision des textes relatifs à la lutte contre la drogue et la toxicomanie. En conclusion, certes, ce cours ne traite pas l'aspect médical ou pathologique de la toxicomanie, mais on a essayé d'aborder un peu succinctement les règles ou l'aspect législatif. La toxicomanie reste un fléau mondial dont la prise en charge est délicate en raison des nombreux facteurs qui interviennent dans son apparition, de trafic mondial qui alimente les plus grandes mafias, donc le commerce international de drogue, qui est pourvoyeur d'argent et donc ce qui rend la répression et la lutte difficile pour un État et qui ne peut se faire que dans un cadre international avec la coopération de toutes les communautés et toutes les sociétés étrangères, donc tous les États étrangers. On reste, bien sûr, on reste sur l'idée que ce consommateur, bien sûr, on met de côté le dealer, le vendeur, mais on reste toujours sur l'idée que ce consommateur est avant tout, pour nous, médecins, un patient qu'on devra traiter pour enfin éradiquer le fléau. Je vous remercie pour votre attention.